Alors bonjour, Bonjour. Nous sommes des élèves de 3e année au collège Émilie Gour et nous voulons tout d'abord vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne-t-il l'utilisation d'armes chimiques de certains pays tels que la Syrie, alors que les pays membres du Conseil eux-mêmes sont détenteurs et fabricants d'armes? Un désarmement total ne serait-il pas préférable? Donc bonjour. Tout d'abord, merci pour cette initiative, c'est très intéressant. Et pour moi, je trouve que c'est très important que des jeunes comme vous fassent partie de ces initiatives. Parce que comme vous le savez, le désarmement, c'est une très grande problématique, très importante, mais malheureusement, dû aux complexités que le désarmement implique, pas tout le monde va forcément s'y intéresser. Et, ça a l'air d'être trop compliqué, et puis comme vous le dites, par exemple, il y a une confusion avec tous ces articles dans les médias. Pourquoi le Conseil de sécurité va-t-il condamner certains pays tels que la Syrie pour avoir utilisé des armes chimiques, et pas eux-mêmes parce qu'ils détiennent des armes eux-mêmes? Après, il faut savoir que être détenteur d'armes et utiliser des armes chimiques, c'est deux choses complètement différentes. Donc, comme vous le savez peut-être, les armes chimiques ont été bannies avec la Convention sur les armes chimiques, qui a été conclue en 1993. Donc le nom complet serait la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques. Donc il faut savoir que cette convention a 192 États parties. Les seuls 4 États dans le monde qui n'ont pas ratifié cette convention, ce serait l'Israël, qui a signé mais n'a pas ratifié, l'Égypte, la Corée du Nord et le Soudan du Sud. Ce qui veut dire que les États du Conseil de sécurité sont la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine et la Russie ont signé et ratifié cette convention. Ça veut dire qu'ils doivent s'engager en vertu de cette convention à ne pas utiliser des armes chimiques ni en développer. Et ce qui fait que c'est une interdiction totale en fait. Le fait qu'ils possèdent d'autres armes telles que des drones ou les armes nucléaires n'a pas d'influence en soi sur leur légitimité à avoir des armes chimiques ou pas. L'arme chimique est complètement interdite pour ces États-là. C'est pour cela que la Syrie, qui elle-même est également partie à la Convention, devrait être interdite d'utiliser ces armes chimiques. C'est pour cela que le Conseil de sécurité va condamner l'utilisation de ces armes chimiques parce qu'ils violent leurs engagements internationaux, donc ils violent le droit international. Et la difficulté, c'est que, comme vous le dites, un désarmement total serait préférable, mais le problème, c'est que les composantes chimiques, vous en trouvez de partout. Vous en trouvez dans les engrais, vous en trouvez dans de l'eau de Javel que vous utilisez à la maison pour le ménage. Ce qui fait qu'il suffit d'avoir les bonnes composantes chimiques et de savoir les manipuler pour pouvoir faire une arme chimique. Et ça, c'est un problème aussi auquel la communauté de désarmement fait face au-delà des armes chimiques, à cause de ces produits qui sont valables pour le grand public dans les commerces, dans les magasins tabac, et qui pourraient être utilisés en tant qu'armes. D'accord. Merci. Alors, notre deuxième question, c'était dans quelle mesure peut-on laisser des armes létales autonomes, telles que les mitrailleuses, les mines antipersonnelles ou les drones, décider de tuer des personnes, sachant qu'elles ne sont pas dotées de sentiments, comme la pitié ou la compassion, et quelle est la limite à ne pas franchir? Alors, premièrement, je suis très étonnée que vous connaissiez les armes autonomes, parce que c'est vraiment un débat très très passionnant, mais très compliqué à la fois. Les exemples que vous avez donnés, il faut savoir que, premièrement, les États, ils discutent de ça dans les Nations Unies, dans le cadre de la Convention sur certaines armes conventionnelles. Et il s'avère que beaucoup d'États souhaitent exclure les mines antipersonnelles de ces armes autonomes, parce que les États ont plus dans la définition de ces armes autonomes, ils ont plus l'idée de l'autonomie de l'arme à prendre des décisions, en fait, à oui ou non, sans forcément que l'humain soit là pour approuver cette décision. Comme par exemple, les mines antipersonnelles, quelqu'un marche dessus, boum, ça explose. Alors que si c'était autonome, il pourrait décider ou non s'il va exploser ou pas. Donc il faut nuancer cela en premier. Et de deux, à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, dans laquelle je travaille, on préfère adopter l'approche suivante, dans le sens où
L'autonomie, c'est une caractéristique. On peut la mettre partout dans n'importe quelle arme. Par exemple, on peut bien avoir des drones qui puissent viser de manière autonome et choisir leur target, leur cible, voilà. Ils peuvent décider de manière autonome à tirer. Mais en même temps, on a les missiles qui peuvent avoir des caractéristiques autonomes, qui peuvent décider où aller, quand aller, par quel chemin prendre pour arriver à parvenir à cette cible. Donc il faut voir l'autonomie comme une caractéristique qui peut être incorporée dans n'importe quelle arme. Et donc les discussions aux Nations Unies se focalisent sur le caractère létal, donc qui tuerait les personnes. Donc beaucoup d'États disent les systèmes d'armes létaux autonomes qu'on devrait plus ou moins réguler selon les États seront ceux qui vont tuer les personnes, donc à effet létal. Mais le problème, c'est que voilà, comme je l'ai dit avant, il y a d'autres types d'autonomie, comme par exemple la navigation, qui pourraient beaucoup changer la donne dans les opérations militaires. Et je pense personnellement, à titre personnel, qu'on ne devrait pas négliger. Et après, concernant le fait de tuer les personnes alors que ces machines n'ont pas de sentiments, je suis d'accord d'un côté que oui, peut-être des soldats humains pourraient avoir de la compassion, pourraient décider de ne pas tuer au final parce que voilà, c'est peut-être des enfants devant eux. Mais d'un autre côté, les humains peuvent également ressentir de la peur, le stress, de la pression, de la haine. Comme on le sait, il y a eu beaucoup de tragédies dans l'histoire, comme la Seconde Guerre mondiale, les génocides, les crimes contre la paix, les crimes contre l'humanité. C'est pour ça que le droit international pénal existe. Et c'est à cause de la nature humaine que nous avons en nous qui peut rendre les guerres inhumaines. Les guerres sont inhumaines de toute façon. Donc, personnellement, à titre personnel encore, je ne vois pas en quoi pourquoi est-ce que le fait d'être tué par une machine, c'est automatiquement plus inhumain que de se faire tuer par une personne. Une personne peut décider de torturer une autre personne juste parce que à cause de certaines idéologies, alors que les machines peuvent être programmées pour viser par exemple les points vitaux, par exemple le cœur, et directement, boum, elle est tuée, elle ne ressent pas forcément de peine. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est plus inhumain que de se faire tuer par l'homme? Pas forcément. Et en plus de ça, au-delà du fait de tuer, on voit souvent des reportages sur les soldats qui vont violer des civils, qui vont recruter des enfants dans les conflits armés. Et est-ce que l'utilisation de ces armes autonomes pourrait changer la donne et éviter ces violations? La limite à ne pas franchir, à mon avis, serait la déresponsabilisation des commandants. Donc par exemple, j'aimerais pas que dans un futur lointain ou proche, une machine commet des erreurs et va tuer, va lancer un missile vers un village, on va dire, au lieu d'un camp militaire, va tuer des civils, et là les commandants militaires ils seront là, ah ce n'est pas de ma faute, j'ai rien fait, c'était la machine qui a décidé par elle-même. J'aimerais pas qu'on en arrive à là. Le droit a été fait par les humains et conçu pour des humains, et ça je trouve c'est la limite à ne pas franchir. Et ça c'est aux États de décider comment est-ce qu'ils vont adresser cela. Donc voilà. Ok, merci. Du coup, la prochaine question c'est dans quelle mesure le traité d'interdiction des armes nucléaires mis en place en 2017 parviendra-t-il à convaincre les pays tels que les États-Unis ou la Russie de les abandonner? On peut aller à moins 10 000. Parce que, non, en ce moment même, c'est honnêtement très difficile d'envisager un monde où les États-Unis et la Russie vont accepter de désarmer leur arsenal nucléaire. En ce moment même, avec tout ce qui se passe dans la péninsule coréenne, avec potentiellement l'Iran. On peut dire que le traité qui a été conclu en 2017, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, est conçu comme un obstacle plus qu'autre chose par les États, normalement les États-Unis qui détiennent les armes nucléaires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en 1968, il y a eu un autre traité qui a été conclu dans le domaine des armes nucléaires. C'est le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Donc ce qui a été décidé, c'est que les États qui possèdent des armes nucléaires et qui ont conduit des tests, donc qui ont fait exploser un engin nucléaire avant le 1er janvier 1967,
ils sont autorisés à avoir l'arme nucléaire. Mais au-delà de ça, ils n'ont pas le droit d'aider les autres États à obtenir ces armes nucléaires. Et en même temps, ces États qui n'ont pas d'armes nucléaires avant 1967, ils s'engagent à ne pas essayer d'acquérir ces armes nucléaires et à essayer de ne pas essayer d'en développer. Donc ça, les 5 États qui sont reconnus comme étant dotés des armes nucléaires, donc la Russie, la Chine, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, comme par hasard, ce sont les 5 États du Conseil de sécurité, ils sont censés ils se sont engagés à ne pas produire des armes nucléaires pour d'autres États, ce qui fait que ça ne va pas proliférer dans le sens où il n'y aura pas plus d'États qui vont avoir des armes nucléaires. Et les États-Unis surtout voient le nouveau traité de 2017 comme décrédibilisant cet ancien traité qui, pour eux, garantit la stabilité et la paix internationale. Parce que, bon, je ne leur cite pas bien sûr, mais c'est plus ou moins l'idée. La situation actuelle est telle que les armes nucléaires sont surtout utilisées à des fins stratégiques. Depuis Hiroshima et Nagasaki, on n'a pas vraiment vu de villes qui ont été bombardées par des armes nucléaires, on est d'accord. Donc ces armes nucléaires ont surtout une force de dissuasion, on va dire. Par exemple, j'ai l'arme nucléaire, tu as l'arme nucléaire, tu me menaces d'utiliser l'arme nucléaire, je vais te dire non, ne l'utilise pas parce que moi aussi j'ai l'arme nucléaire. Je peux te détruire et je peux même avoir des plus grosses armes nucléaires que toi. Donc je peux détruire tout le monde. Comme Trump dit, oh, moi j'ai des plus grosses missiles. Donc en fait c'est surtout, grosso modo, en fait, les armes nucléaires, pour ces États, pour ces 5 États, ont ce rôle stratégique qui est crucial pour la paix et la sécurité mondiale parce qu'ils ont peur que s'ils désarment leur arsenal nucléaire, en contrepartie, les États qui ne sont pas partis, les autres États qui ont une arme nucléaire, comme la Corée du Nord, ils vont les attaquer. Et si les États-Unis ont désarmé leur arme nucléaire, ils se disent on n'aura pas moyen de se défendre ou de contre-attaquer. Et pour le coup, à cause de ça, je trouve personnellement que c'est difficile à envisager un futur, ou proche du moins, où les États-Unis et la Russie vont désarmer leur arsenal nucléaire. Ok. Alors, selon vous, existe-t-il une paix sans armes? Autrement dit, la vision de la paix est-elle devenue utopique, étant donné que de nombreux pays l'utilisent comme prétexte pour mener des guerres, pour en tirer profit sur le plan économique ou politique, au lieu d'être envisagé pour apporter la prospérité à la population? C'est un très beau rêve. Bien sûr, bon, je suis très cynique aussi, mais dans un monde utopique où tout se passe parfaitement bien, tout le monde est heureux avec tout le monde, je ne vois pas pourquoi on aurait d'armes les uns contre les autres. Bien sûr, ce serait bizarre d'avoir des armes alors tout le monde est content l'un avec l'autre. Mais il faut savoir que les armes existent depuis la nuit des temps. Il suffit par exemple que quelqu'un prenne un caillou, un bout de pierre, et prenne une autre pierre, il taille cette pierre de manière pointue. Il peut utiliser cette pierre pour par exemple, couper du bois, mais il peut aussi l'utiliser pour tuer des gens. Le feu, par exemple, le feu, aussi simple qu'il soit, il peut être utilisé pour réchauffer le corps, pour cuisiner, mais il est également utilisé pour se défendre, par exemple, il y a très longtemps, contre, par exemple, des animaux, ou également, éventuellement, brûler des villages, brûler des personnes, brûler des biens. Donc en fait, en soi, si on y pense, tout peut devenir une arme. Le feu, un couteau peut être utilisé pour cuisiner pour sa famille ou pour tuer sa famille. Ça dépend vraiment de la nature humaine. Donc après, bon, on va virer dans une discussion philosophique, bien sûr, mais au final, si tout peut être utilisé en tant qu'arme, mais tout peut également être utilisé d'une très bonne manière, ça dépend vraiment de la personne qui détient cette arme. Est-ce que cette personne va utiliser cet outil, on va dire, à des fins maléfiques en tant qu'arme, ou est-ce qu'elle va utiliser ça pour le bien, pour la prospérité à la population? Les hommes ont toujours été en guerre, que ce soit pour obtenir des terres, que ce soit pour avoir des personnes à leur service, on va dire, que ce soit pour des ressources naturelles, que ce soit pour des champs de blé, par exemple. Les hommes se sont toujours battus pour avoir plus de pouvoir sur l'autre, on va dire, pour avoir toujours plus.
Et ça, je trouve, c'est une question qui va au-delà des armements, mais surtout sur la nature humaine. Et je trouve que on va virer dans une discussion philosophique très intéressante, mais ma nature cynique fait que je n'y crois pas en cette paix absolue. Désolée, je voulais pas vous démoraliser. Merci. Enfin, dans quelle mesure le droit international peut-il réguler l'utilisation des armes par les groupes armés non étatiques, y compris les groupes terroristes? Donc, sur le plan international, il existe un droit qui s'appelle le droit international humanitaire, le DIH. Donc, le DIH, en fait, il a deux buts. Un, réglementer la conduite des hostilités, donc réglementer comment la guerre, les conflits armés ont lieu et sont menés, par exemple, en interdisant l'utilisation de certaines armes. On va utiliser les armes chimiques, on va utiliser les armes qui ne vont pas faire la différence entre les civils et les soldats, par exemple. Et de deux, le deuxième but du DIH, c'est de protéger les victimes de ces conflits armés. Donc, il y a tout un régime sur comment les civils doivent être traités en temps de guerre, comment est-ce que les prisonniers de guerre vont devoir être traités dans le cadre des guerres. Et donc, ce DIH, ce droit, a traditionnellement deux branches. La première branche, c'est le droit des conflits armés internationaux, opposant les États contre les États. Donc, par exemple, si la France et la Suisse rentrent en guerre, ça va être cette branche de droit. Deuxième branche, c'est le droit des conflits armés non internationaux. Donc ça, ce sont les conflits qui opposent les États aux groupes armés non étatiques ou les groupes armés non étatiques entre eux. Donc c'est cette branche de droit à laquelle on va s'intéresser. Et bien sûr, ces deux branches de droit, en fait, sont surtout composées de traités internationaux, dont les 4 conventions de Genève de 1949 et les 2 protocoles additionnels de 1977. La deuxième branche, qui est donc celle qui va régir les groupes armés non étatiques, contient très peu de règles écrites. Comparé à la première branche, par exemple, dans les 4 conventions de Genève, on va dire chaque convention a en moyenne minimum 100 articles. Parmi tous ces articles, donc 4 fois 100, il n'y a qu'un seul article commun aux 4 conventions qui règle les conflits armés non internationaux. Donc il y a très peu de règles qui vont régler les conflits armés où les groupes armés non étatiques sont impliqués. Donc en théorie et en pratique, c'est très difficile parce qu'en plus de ça, il faut certaines conditions pour que ces traités puissent être utilisés, en fait, puissent être appliqués à ces situations-là. Il faut vraiment certaines conditions très spécifiques, très précises. Et en général, les États, ils hésitent en fait à reconnaître que ces conditions sont remplies parce qu'ils ne veulent pas qu'en fait, que cette branche de droit international s'applique forcément. Et donc, concernant l'utilisation de certaines armes par les groupes armés, bien sûr, certaines armes pourraient en pratique être plus faciles à réglementer dans le sens où on imagine bien que le développement d'une arme nucléaire, c'est très difficile à développer. Par exemple, il faut les ressources matérielles, il faut les composantes, il faut avoir plusieurs scientifiques qui sachent comment fabriquer ces armes nucléaires. Et ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de ressources. Et les groupes armés, en général, ils n'ont pas forcément ces ressources-là, alors que les États, ils ont. Mais ces traités internationaux, donc en fait, on a des traités internationaux qui visent à réguler ces armes. On a des traités sur le nucléaire, on a des traités sur les armes chimiques, les armes biologiques. Mais le problème, c'est que bien que ces traités essayent de ne pas faire en sorte que ces armes tombent entre les mauvaises mains, donc les groupes armés non étatiques, des groupes terroristes, on va dire, le problème, c'est qu'avec le développement technologique, ces traités deviennent superflus. Ils deviennent plus ou moins inutiles dans le sens où, par exemple, si par exemple on a un traité qui va interdire l'utilisation des fusils ou des AK-47, maintenant, avec les imprimantes 3D, je peux aller dans mon garage et faire imprimer un AK-47 avec cette imprimante 3D. Au final, le traité, il ne sert plus à rien parce que moi-même, je peux le fabriquer. Après, on a aussi la problématique des cyberarmes où n'importe qui a assez de connaissances dans l'informatique peut hacker, on va dire, des sites gouvernementaux. Et ça, ce n'est pas forcément des capacités qui sont spécifiques aux États. Je peux le faire en allant dans mon garage si j'ai les connaissances requises. Je peux le faire de mon ordinateur. Il suffit d'avoir les connaissances. Et ça, avec le développement technologique,
cette régulation d'armes devient de plus en plus superflue et difficile en fait. Donc la communauté internationale essaie de s'y adapter, mais c'est très très difficile. Surtout que voilà, les armes deviennent de plus en plus accessibles à tous. Il suffit juste de savoir comment manipuler ces matériaux. Et donc voilà, déjà qu'avec très peu de règles, en plus de ça, avec ce développement technologique, ça devient très très difficile. J'espère que je ne vous ai pas trop donné un mal de tête parce que c'est très technique et je ne sais pas si vous avez tout compris. Merci beaucoup. Merci. On vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. De rien. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous pouvez demander à votre professeur si ça vous intéresse. Merci beaucoup.